Je suis également sur Facebook, donc c'est bon, bonjour. Oui, effectivement, je viens de lancer. Je suis également sur Facebook, donc c'est bon, bonjour. Oui, effectivement, je viens de lancer. Je suis également sur Facebook, donc c'est bon, bonjour. Oui, effectivement, je viens de lancer. C'est-à-dire que nous sommes une trentaine sur Zoom. Et alors sur Facebook, je ne sais pas combien nous sommes. Hop. Juste un coup d'œil. 34. 34, excellent. Écoutez, je crois qu'il est temps qu'on démarre, si vous le permettez, bien sûr. Bien sûr. Juste une petite introduction. Écoutez, je suis Rossi El Hassani Mohamed Kautar, en charge de la commission accompagnement et formation au niveau de la CDD. Je serai votre l'hôte modérateur aujourd'hui pour ce webinaire et je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Aujourd'hui, c'est la deuxième session, deuxième séance de webinaire évaluation d'entreprise que CISDER a bien eu la gentillesse d'animer déjà la première fois et aujourd'hui c'est la deuxième. La première fois, il y avait pas mal de questions. On était au cours de temps pour répondre à différentes questions. Donc, on s'est proposé de faire ce webinaire-là pour répondre à toutes les questions. Mais en amont, c'est-à-dire qu'elle s'est proposé aussi de faire un petit récap, un petit résumé. Et sur ce résumé, il sera beaucoup plus orienté sur quelques aspects techniques, parce que quand même, c'est un domaine qui est assez vaste. Et 1 heure ou même 2 heures, ce n'est pas suffisant pour traiter un tel sujet comme il se doit. Donc, l'idée, c'est de donner quelques éléments, les grandes lignes. Et juste après, on va ouvrir les questions, les commentaires pour tout le monde. Je remercie vivement Cester et je remercie aussi tous les participants qui sont avec nous, qui sont vraiment très nombreux. Et je donne la main à Cester. Très bien. Merci, c'est El Hassani. Donc, je suis encore une fois ravi d'apporter ma modeste expérience dans le cadre de ce webinaire. J'étais très agréablement surpris par le nombre de réactions qui ont suivi pendant les derniers jours. Donc, c'est un sujet très intéressant. Donc, à ce titre, je félicite également le club des dirigeants pour avoir pensé à placer ce thème dans le cadre de cette période. Donc, le sujet a intéressé beaucoup de gens. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, on a récidivé. On a récidivé
en proposant une deuxième édition qui sera, enfin, qui était justifiée par le nombre de questions qui étaient posées, mais également par, donc on en profite également pour faire une synthèse de ce qui a été dit la dernière fois. Mais également de rester sur la TPE et la PME. Alors, je vais éviter surtout de parler de ce qui a été fait. D'accord? Donc, comme ça, les gens qui n'étaient pas présents la dernière fois, qui n'ont pas assisté la dernière fois, pourraient profiter utilement de cette session. Alors, quand on parle d'évaluation d'entreprise. Donc, l'idée, c'est que la valeur, je vais être très synthétique, hein. L'idée, c'est que la valeur d'une entreprise n'a rien à voir avec le prix de l'entreprise auquel l'entreprise va se négocier. L'entreprise se présente comme une entité qui est en cours de fonctionnement. Donc, l'entreprise ne peut pas être perçue comme étant une juxtaposition d'un certain nombre d'éléments, d'actifs et de passifs. Donc, l'entreprise, c'est un savoir-faire, c'est un agencement, c'est un agencement de ces éléments, mais avec un savoir-faire, avec une continuité d'exploitation qui va permettre à l'entreprise d'atteindre une valeur. Alors, l'idée, c'est, pour faire très simple, c'est que l'entreprise peut être assimilée à un arbre. Donc, un arbre, on doit l'entretenir parce qu'il va donner des fruits. Et donc, on est plus intéressé par les fruits que génère cet arbre, mais dans une optique d'arrêt d'exploitation, parce qu'on est dans une continuité d'exploitation. Donc, dans une optique d'arrêt d'exploitation, on va être dans une situation de liquidation. Donc, à ce moment-là, on réduit la valeur de l'entreprise à l'ensemble des éléments de son patrimoine et qui sont même sur le plan valeur, ils vont être estimés à une valeur liquidative. Donc, c'est une valeur à la case. Parce que, bon, il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne pourra pas récupérer lorsqu'il s'agit d'arrêt d'exploitation. Je pense notamment à des aménagements, du câblage ou des aménagements qui ont été faits spécialement pour les machines spécifiques de l'entreprise. Quand on arrête l'entreprise, par exemple, on va résilier un Allô, Sister? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je crois nous avons un problème de son là. On ne vous entend pas. Allô, allô? Allô, allô, Sister? Allô? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Ah oui, maintenant c'est oui. Maintenant oui. 2 minutes, une minute, c'était sans voix. D'accord. Donc, j'ai perdu la connexion. Ah, Alors, d'accord. donc je disais que l'image la plus simple serait de considérer que quand j'arrête une entreprise, donc qui n'est pas en continuité d'exploitation, je libère un bail, par exemple, je résilie un bail, automatiquement, je dois abandonner les aménagements
qui m'ont coûté de l'argent, qui sont inscrits au niveau de l'entreprise par à des valeurs. Donc, quand j'abandonne, je ne suis plus en continuité d'exploitation. Donc, il y a un certain nombre d'éléments que je vais abandonner. Et donc, qui ne vont plus être chiffrés dans le cadre de la valeur. Donc, ça, c'est pour illustrer la différence entre continuité d'exploitation et, et arrêt d'exploitation. Donc, on n'est pas dans la valeur liquidative, mais on est plus dans la continuité d'exploitation. Alors, donc, comme je disais, enfin, je vais essayer de ne plus parler du passé. Donc, l'entreprise, c'est un agencement d'un certain nombre d'éléments. Donc, il est en liaison avec plusieurs partenaires, ce qu'on appelle les stakeholders, les partenaires de l'entreprise. Et donc, il est en interaction avec et à chaque instant, à chaque moment, il y a un certain nombre de transactions qui se font dans un sens et dans un autre et qui font que la valeur de l'entreprise est en train de changer perpétuellement. Donc, dans le temps, on est en train de changer la valeur de l'entreprise à travers les transactions qui sont en train de se faire avec les différents partenaires. Donc là aussi, ça c'est très important de dire que la valeur de l'entreprise, c'est à une date donnée, parce qu'il est fonction d'un patrimoine, mais il est également fonction d'un certain nombre de transactions qui se font au sein de l'entreprise, qui vont l'enrichir ou qui vont l'appauvrir. Donc la valeur peut augmenter comme elle peut diminuer. Et donc c'est la question qui a été posée la dernière fois, de savoir est-ce que lorsqu'il y a des événements qui surviennent en cours de valorisation, est-ce qu'on les prend en considération ou pas? Bien sûr, on doit prendre en considération tous les éléments, quels qu'ils soient. Et il faut même être vigilant, être alerte de manière à suivre tous les éléments qui concernent l'environnement de l'entreprise, de manière à ne pas oublier, de ne pas omettre ou ne pas passer à côté d'un certain nombre d'événements importants qui risquent de changer foncièrement la valeur de l'entreprise. Donc ça, de un. Et de deux, donc, l'évaluateur généralement, qui n'est pas le chef de l'entreprise, l'évaluateur généralement prendra toujours toutes les précautions en indiquant que la valeur, il va émettre un certain nombre de réserves pour dire que la valeur, il va la situer, la dater de manière à ce qu'il évite toute responsabilité quant à un certain nombre d'événements qui peuvent apparaître postérieurement à la date de l'évaluation. Je reviens donc sur la différence entre valeur et prix. Donc la valeur n'a rien à voir avec le prix, mais la valeur va constituer un élément important qui va permettre aux parties de négocier. Alors, quand je dis partie, ça veut dire que généralement, quand on fait une évaluation, on est dans un contexte déterminé. Pourquoi on va faire cette évaluation? Donc, différentes situations vont commander le recours à l'évaluation de l'entreprise. Donc, on ne peut pas les citer de manière très exhaustive. Je pense notamment à la cession, je pense notamment à la transmission de patrimoine, question d'actualité aujourd'hui. Je pense notamment à une fusion, à une augmentation de capital. Quand j'augmente mon capital, par exemple, des fois, je suis amené à fixer ce qu'on appelle un droit préférentiel de souscription ou à fixer un droit d'attribution. Donc, je suis obligé de passer par l'évaluation de l'entreprise. Et je passe. Donc, on est également dans des situations, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, dans le cadre du droit fiscal, aujourd'hui, on a également la possibilité
d'apporter une entreprise individuelle, un patrimoine à une société qu'on peut former. Et donc, quand je fais l'apport d'une société, d'une entreprise ou d'un patrimoine professionnel à une société, je suis obligé de procéder à une valorisation de mon entreprise pour définir la valeur d'apport, qui est nettement différente des éléments qui la constituent, parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas comptabilisés. Donc, comme je disais, la valeur de l'entreprise va être commandée par un certain nombre de situations. On a vécu également des cas de partage entre héritiers, entre co-indivisaires, entre associés. Donc, on est associé dans une société, donc demain, il y a un retrait de l'un d'entre nous. On est obligé de procéder à une valorisation pour compenser la partie la partie qui va rester, va compenser la partie qui va quitter l'entreprise. Bon, bien sûr, il y a des situations très rares, genre introduction en bourse. Quand on veut introduire en bourse une société, donc on est obligé de procéder à une valorisation pour définir la valeur de la mise en vente des actions de la société. Vous avez également les cas où l'évaluation est commandée par un tribunal, par un médiateur, par un arbitre. Donc là, c'est pour régler, résoudre des situations conflictuelles entre des parties. À ce moment-là, donc, on va aller chercher la valeur auprès d'une tierce personne pour résoudre un conflit entre les parties. Euh, un cas également auquel beaucoup de gens ne pensent pas, c'est que l'entreprise ou la société peut servir en tant que gage à un prêteur, une banque par exemple, un établissement de crédit. Donc, on peut la donner, on peut donner des actions, par exemple, au départ social en garantie à un bailleur de fonds. Et à ce moment-là, donc, le bailleur de fonds devrait connaître la valeur de l'entreprise. Quand je donne mon appartement ou un bien immeuble en garantie, en gage, donc la banque va soumettre ce bien à une évaluation, le bien, un immeuble à une évaluation, donc il va désigner un expert immobilier. Donc la même chose, quand je donne des actions ou des parts sociales, je les nantis, donc c'est le terme qui est approprié. À ce moment-là, donc la banque ou l'établissement de crédit va demander à ce que cette entreprise qui est un bien soit également évaluée correctement. Dernier élément que je peux citer, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les motivations. L'évaluation de l'entreprise peut également être un instrument de gestion de la valeur. Il y a beaucoup d'entreprises que je connais qui annuellement, dans leur démarche de gestion, ils procèdent à l'évaluation de l'entreprise annuellement pour savoir est-ce qu'on s'est enrichi, est-ce qu'on s'est appauvri. Donc, il y a une gestion qui est là et qui est sanctionnée par des résultats. Et ces résultats vont soit appauvrir, soit enrichir. Et ça permet également de définir une politique de distribution de dividendes. Qu'est-ce qu'on va distribuer, combien on va distribuer, etc., en fonction de la richesse apportée à l'actionnaire. Alors, ces éléments, bien sûr, que je viens de citer, vont modifier, vont définir l'approche. Et donc, l'approche qui est généralement utilisée, elle va passer fatalement, il va passer obligatoirement par ce qu'on appelle un diagnostic.
diagnostic d'entreprise. D'ailleurs, le terme évaluation d'entreprise est associé fortement à la notion de diagnostic d'entreprise et généralement dans toute la littérature qui traite de l'évaluation d'entreprise, donc on va trouver des titres diagnostic et évaluation des entreprises. Donc les ouvrages ou les fascicules qui traitent de cette discipline, généralement ils associent les deux termes, diagnostic et évaluation d'entreprise. Donc, ce diagnostic va permettre il va permettre de définir les éléments clés, d'identifier les éléments clés concernant l'entreprise, l'objet de l'évaluation. Et donc, il va porter sur... généralement, c'est un travail laborieux qui va traiter tous les aspects concernant l'entreprise. Il y a des aspects qui sont apparents, qui sont là, mais il y a des aspects également qui ne sont pas apparents et qui doivent faire l'objet d'un travail de spécialiste pour pouvoir porter un jugement sur ces éléments. Donc, il y a les éléments du patrimoine, mais il y a également des éléments qui vont concerner le marché, la concurrence, les produits, la clientèle, le personnel, la structure d'organisation, etc., etc. Donc, si on prend quelques exemples concernant les produits, donc on va devoir apprécier qualitativement est-ce que les produits de l'entreprise sont des produits qui jouissent d'une bonne image de marque sur le marché, les produits et les services. Est-ce c'est des produits qui sont en cours de développement, leur cycle de vie, est-ce qu'il est en phase de développement ou il est en phase de déclin? Par exemple, si je prends le cas d'une entreprise qui fabrique un fabricant de bougies, d'éclairage, c'est un secteur qui est en déclin. Donc, même si le secteur continue aujourd'hui disons, à fonctionner, notamment grâce à quelques besoins donc, qui sont exprimés par le marché et parce qu'il y a encore un certain nombre d'opérateurs qui continuent à travailler sur ce marché. Et généralement, c'est les gens qui sont les mieux structurés qui quittent le secteur en dernier lieu. Donc, si je suis en train d'évaluer l'entreprise qui fabrique un fabricant de bougies, je vais voir est-ce qu'il s'agit d'un fabricant de bougies d'éclairage ou un fabricant de bougies décoratives. Si c'est des bougies décoratives, donc peut-être que j'ai la possibilité c'est une entreprise qui a encore de l'avenir devant elle parce que le besoin ne va pas disparaître avec, la finalisation du programme d'électrification qu'a conduit le Maroc. La clientèle, la même chose. Donc, je vais analyser la clientèle pour voir éventuellement si c'est une clientèle qui est fidèle, si mon marché n'est pas concentré entre les mains de quelques clients et à ce moment-là, je suis dépendant d'un ou de quelques clients qui, en cas de disparition, en cas de difficulté, donc ça risque de poser un problème de pérennité pour l'entreprise. La même chose en ce qui concerne les approvisionnements. Donc, comment je fais mes approvisionnements? Par exemple, je suis fabricant je vais prendre quelques exemples que je connais, je suis fabricant euh, de produits d'étanchéité. Donc, avec la disparition de la Samir, donc, qui était mon principal fournisseur localement, donc je me retrouve à devoir importer de la matière d'un certain nombre de pays et avoir des capacités de stockage spécifiques qui sont très coûteuses. Donc, je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'un bac de stockage, une structure de stockage va me coûter
au minimum 40 à 50 millions de dirhams. Donc ça, c'est des situations qui vont me permettre, dans le cadre de ce diagnostic, d'identifier la pérennité de l'entreprise et sa continuité d'exploitation dans le temps pour pouvoir justifier la valeur. Le personnel, est-ce qu'il est bien formé? Est-ce que c'est un personnel qui est fidèle? S'il y a beaucoup de rotation de personnel, est-ce que ça nécessite, est-ce que je dépends d'un élément, par exemple, qui en cas de départ, un technicien qui en cas de départ, donc ça risque de mettre en péril toute la valeur de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être identifiés dans le cadre de ce diagnostic. Et généralement, c'est un diagnostic qui doit être très méthodique parce qu'il ne faut pas passer à côté de l'essentiel, il ne faut pas louper des éléments qui sont déterminants et qui risquent d'apparaître plus tard pour justifier une mauvaise évaluation de l'entreprise et donc une mauvaise prise de décision. Bien entendu, ce diagnostic qui va constituer les éléments, un élément déterminant, doit servir pour argumenter la valeur. Donc, il va beaucoup plus servir pour argumenter la valeur qui va être définie dans la dernière phase et justifier cette valeur et permettre de convaincre les parties quant à l'objectivité de cette valeur qui, rappelons-le, est différente du prix qu'accepterait de payer un éventuel acquéreur. Donc, ce diagnostic, il va permettre une bonne connaissance du secteur d'activité, la compréhension du business model, et l'identification des facteurs économiques et conjoncturels clés liés qui agissent sur les performances du secteur d'activité. La compréhension, bon, je suis en train de donner des exemples, hein, ce n'est pas limitatif, donc c'est donné à titre indicatif. La compréhension de l'organisation et de l'environnement de l'entreprise, la validation de l'information économique et financière produite par l'entreprise, ça c'est très important. Donc généralement, les informations qui émanent de l'entreprise et qui vont servir à l'évaluation, c'est des informations généralement comptables. Donc, quand on a une comptabilité qui est fiable, donc ça veut dire que ces éléments qui vont être utilisés pour la valorisation de l'entreprise vont générer une valeur qui est correcte. Mais par contre, quand les valeurs ne sont pas bonnes ou la comptabilité n'est pas bonne, donc ça veut dire ça peut se traduire par une mauvaise valeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle, généralement, avant de procéder à la valorisation, donc, il faut fiabiliser l'information à travers un audit. C'est ça, à travers un audit d'acquisition. Et la même chose en ce qui concerne la rentabilité future. On va le voir très rapidement. La valeur d'une entreprise dépend essentiellement des fruits, de sa rentabilité future. Bien sûr qu'il doit être cohérente avec son passé. C'est pour ça qu'on va examiner le passé. Et donc, cette cohérence et ces valeurs prévisionnelles doivent être cohérentes, mais également compatibles avec le secteur d'activité, avec les éléments qu'on va identifier dans le cadre de ce diagnostic. Et donc, c'est pour cette raison-là que généralement, on va intégrer dans le scoop et dans la démarche de travail de l'évaluateur un volet qui va concerner la validation de la cohérence et la compatibilité des éléments et des données prévisionnelles. Est-ce qu'ils sont cohérents ou pas? Donc, il faut se prononcer également sur cet aspect-là.
Et ça, si on n'a pas fait le diagnostic, on peut pas le cerner convenablement. Donc tout ça, c'est du travail, c'est des classeurs, c'est des documents qu'il faut rassembler, qu'il faut vérifier, et c'est de l'information qui va être communiquée dans un certain délai. Et donc, pendant ce délai, donc, il faut toujours veiller à ce que cette information soit mise à jour au risque de travailler sur des données qui sont dépassées ou qui sont périmées. Bon, je passe bien sûr sur les axes du diagnostic. Donc, c'est un diagnostic qui va porter à la fois sur les éléments stratégiques. Donc, c'est comme si on est en train de faire un SWOT pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes. Le diagnostic de gestion également pour voir est-ce que l'entreprise est bien gérée, elle est mal gérée, est-ce que il y a des niches pour améliorer sa rentabilité, etc. Un diagnostic économique et commercial par rapport à son marché, par rapport à son réseau de distribution, sa clientèle, etc. La même chose en ce qui concerne les RH, les ressources humaines. Un diagnostic technique et technologique, bon, bien sûr, on va recourir des fois à des avis techniques euh, pour s'assurer que l'entreprise n'utilise pas une technologie qui est dépassée, qui est obsolète et qui risque d'être dépassée dans le long terme ou nécessiter à, je ne sais pas si par exemple j'ai une technologie qui pose un problème au niveau de l'environnement. Il y a une nouvelle réglementation sur l'environnement qui a donné un délai pour se conformer. Et donc, moi, j'utilise une technologie qui est en cours de disparition. Donc, demain, je suis obligé de changer mes outils pour s'adapter ou je suis obligé de faire des investissements supplémentaires pour pouvoir utiliser mes outils actuels. Donc, soit une mise à jour, une mise à niveau de mes équipements, et ça va me coûter de l'argent. Donc, ça viendra diminuer ma valeur si je le prends en considération, ou carrément remplacer tout l'outil existant actuellement. Et donc, ça va se traduire par un coût supplémentaire que l'acquéreur devrait débourser pour pouvoir se mettre à niveau. La même chose en ce qui concerne le diagnostic juridique. Donc, il y a les principaux contrats qu'il faut identifier avec tous les engagements qui sont pris par l'entreprise. Et donc là, j'ouvre une parenthèse parce que le diagnostic va permettre également d'identifier tout ce qui est engagement donné et engagement reçu. Ça, c'est des engagements qui généralement ne sont pas comptabilisés, mais qu'il est prévu de les identifier ou les recenser dans le cadre de l'alias comptable dans une rubrique spécifique qui permet disons, d'évoquer ces engagements et données reçus avec leur impact sur le patrimoine de l'entreprise. Bien sûr, la base, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'information comptable qui va faire l'objet d'un diagnostic comptable et financier à travers des ratios, une analyse des flux, de la structure bilancielle, de l'endettement, de la dépendance, de l'image avec les établissements de crédit, etc. etc. Et puis, le dernier volet, qui est le plus important, qui va concerner les prévisions d'activité qui généralement vont être intégrées dans le cadre de ce qu'on appelle un business plan, et lequel le business plan donc, va généralement identifier un certain nombre d'hypothèses qui doivent être cohérentes et même des fois donc on va avoir plusieurs scénarios. Donc on est dans une hypothèse normale, hypothèse forte ou hypothèse basse pour pouvoir savoir en cas de problème quel est le pire
quel est le pire à attendre. Alors, en ce qui concerne la PME, donc l'approche pour la PME, c'est une approche qui est différente de la grande entreprise, bien sûr, parce qu'il va falloir adapter la démarche de manière à tenir compte des éléments concernant cette petite structure qui est généralement basée sur une organisation qui est basique, mais également qui est généralement basée sur ses dirigeants, donc l'apport de ses dirigeants et de quelques personnes qui vont animer l'organisation de cette PME ou TPE. Donc, il y a une forte dépendance euh, par rapport à ces dirigeants et également par rapport, et puis c'est généralement des entreprises qui ont peu de moyens et qui généralement ne vont pas, par exemple, traiter convenablement un certain nombre d'aspects. Donc, il y a des risques qui vont être très importants sur un certain nombre de domaines. Je pense notamment à tout ce qui est comptable. Donc, des fois, il y a beaucoup de transactions qui ne passent pas par la comptabilité. Je pense notamment à des brevets ou des inventions qui sont là mais qui n'ont jamais été déposées ni inscrits ou protégés, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants dans le cadre de cette approche spécifique. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est une recherche dans une PME. Donc, on va démarrer par une recherche de transactions et transmission similaires dans le secteur d'activité de l'entreprise. Alors, ces transactions qui sont comparables vont permettre déjà de donner une première idée sur la valeur de l'entreprise. Et donc, après, on va devoir, à travers le diagnostic dont j'ai parlé tout à l'heure, de vérifier la situation de l'entreprise objet de notre évaluation par rapport à disons, à son secteur d'activité, par rapport à la concurrence, par rapport aux perspectives d'avenir du marché et par rapport à la position de l'entreprise sur son marché. Bon, bien entendu, ça, comme j'ai dit, c'est une démarche spécifique qui est adaptée parce qu'il y a également le facteur coût de la démarche, parce que quand on va commander une évaluation d'entreprise, c'est une démarche qui peut être plus ou moins sophistiquée, donc ça dépend également des enjeux. Donc, quand l'enjeu n'est pas important, donc on peut se permettre d'adapter la démarche de l'évaluation à des niveaux qui sont économiquement viables, et donc ça permettrait de ne pas que cette démarche ne coûte pas à l'entreprise beaucoup d'argent ou à celui qui l'a commandé beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il va rapporter comme précision. Donc, il faut s'assurer que c'est opportun, ce qu'on appelle une étude d'opportunité qui va définir la précision à laquelle on souhaiterait arriver. Alors, la démarche au sein d'une PME également va se faire obligatoirement également par des méthodes d'évaluation. Donc, on ne va pas se suffire de la comparaison parce que la comparaison peut nous tromper. Donc, il faut qu'on procède à l'utilisation, qu'on utilise un certain nombre de démarches, de méthodes d'évaluation
différentes méthodes d'évaluation qui vont nous permettre de ne pas tomber dans des erreurs d'assimilation et de comparaison de transactions ou d'entreprises similaires parce qu'il va falloir également prendre en considération les aspects spécifiques de l'entreprise objet de l'évaluation. Et donc, reviendra toujours à la surface le diagnostic préalable qui est également nécessaire et qui sera approfondi en fonction de l'enjeu et de la taille de l'entreprise qui sera évaluée. Alors, pour le choix de la méthode d'évaluation, donc une fois qu'on a bouclé notre diagnostic, qu'on a terminé, qu'on a apprécié les éléments importants, on va à ce moment-là décider des méthodes qui vont être retenues pour l'évaluation. Donc, c'est des méthodes, les méthodes, c'est comme une boîte à outils. Vous avez une boîte à outils, vous n'allez pas utiliser tous les outils, vous allez prendre ceux des outils qui vont vous permettre d'atteindre la valeur avec le minimum d'effort et avec le minimum de coût. D'accord. Si vous avez par exemple une perceuse, vous êtes un technicien, vous avez une perceuse, mais vous n'avez pas de source d'électricité. Donc, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc, la même chose ici. Donc, on a une méthode d'évaluation pour laquelle on n'a pas des éléments d'information ou avoir ces éléments d'information va nous coûter très cher parce que je vais devoir acheter une rallonge qui fait 500 mètres pour pouvoir ramener la source d'électricité. Donc, ça va nous coûter excessivement cher. Donc, à ce moment-là, je vais trouver un autre moyen pour pouvoir arriver à mon objectif en sacrifiant peut-être un peu la précision et donc ce qui va se justifier économiquement par le coût exorbitant que je vais devoir supporter si j'utilise une méthode sophistiquée. Donc le choix de la méthode va dépendre des enjeux, il va dépendre également du coût, il va dépendre également des objectifs qui sont recherchés par rapport au contexte d'évaluation qu'on a soulevé tout à l'heure. Bien sûr, je reviens sur la notion de continuité d'exploitation et l'entreprise devra être analysée comme une entité unique. C'est un tout indissociable. Donc, on ne peut pas analyser les éléments un par un et dire au final, c'est la valeur de l'entreprise, c'est le sigma, c'est le total des éléments qui la composent. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un savoir-faire, il y a des méthodes, il y a un agencement, il y a une technique qui a été utilisée pour agencer les facteurs de production de manière optimale, avec une expérience, avec tout un savoir-faire. Donc tout ça, ça permet de dire que ce savoir-faire et cette méthode et cet agencement des éléments de production contribuent également à la valeur. Donc, le choix, toujours dans le cadre de ce choix des méthodes d'évaluation, donc le passé est important, il est indispensable, mais n'est pas suffisant. L'avenir, c'est ce qui permet de définir la valeur d'une entreprise qui est en continuité d'exploitation. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé d'intégrer une méthode prospective qui est basée sur des données prévisionnelles. Donc, on est obligé de prévoir l'avenir. On est obligé de prévoir ce qui va se passer plus tard parce que c'est l'objectif, c'est d'acheter une entreprise qui est en continuité d'exploitation et on va l'acheter, on va l'acquérir pour ce qu'elle va générer comme rentabilité future et non pas parce qu'elle a des références ou parce qu'elle a réalisé un certain nombre de choses. Donc ces prévisions doivent se baser sur des hypothèses qui sont compatibles avec son marché, mais également qui doivent être cohérentes avec
les éléments relevés dans le cadre du diagnostic préalable. Un autre élément qui est également important, c'est que l'évaluation se base sur la structure existante. On ne peut pas baser la valeur de l'entreprise sur les aménagements ou les modifications que va apporter l'acquéreur à l'entreprise. Par exemple, un acquéreur, il va vous dire, je vais ramener un marché, je vais installer une machine, j'ai un brevet que moi dont je suis propriétaire, je vais l'intégrer à l'entreprise et ça va permettre de multiplier le bénéfice par 5. Donc, nous, on est en train d'évaluer l'entreprise aujourd'hui par rapport aux éléments, par rapport à la structure existante aujourd'hui, et on ne peut pas prendre en considération les éléments futurs qui seraient apportés par l'acquéreur parce que ces éléments dépendent du bon vouloir de l'acquéreur. Donc, on est en train d'évaluer le prix ou la valeur de l'entreprise de manière objective par rapport aux éléments dont dispose l'entreprise. Le prix que pourrait payer, je dis bien le prix et pas la valeur que pourrait payer l'acquéreur, dépendra de ses motivations à lui, des éléments que lui il a entre les mains pour pouvoir améliorer cette valeur dans le futur. Et donc c'est là où on fait le lien également entre le prix et la valeur. Alors, globalement, donc, les méthodes sont des méthodes qui se basent sur deux éléments. Donc, un élément patrimonial sur le patrimoine de l'entreprise. Et puis, vous avez le deuxième élément, c'est la valeur. Il se base sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, deux catégories de méthodes, la méthode patrimoniale et la méthode de rendement, basée sur le rendement. Donc, la méthode patrimoniale, c'est une méthode qui va s'attacher aux éléments de l'actif. Donc, ce qu'a l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a comme élément de valeur? C'est généralement, elle est basée sur l'actif net comptable. Donc, l'actif net comptable, c'est un actif qui se base sur qui est basé sur les éléments du patrimoine. Bon, bien sûr, on va les corriger en procédant à des corrections sur ces éléments d'actifs. Donc, c'est des corrections qui consistent à intégrer la valeur vénale des éléments d'actifs et de passifs. Donc, un patrimoine, c'est des éléments d'actifs et de passifs. Et donc, on est censé à la fois identifier, fiabiliser déjà le patrimoine. Est-ce que ce patrimoine existe tel qu'il ressort des comptes? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est tangible? Est-ce qu'il est fonctionnel? Quel est son état, etc. Mais également identifier un certain nombre d'actifs qui ne sont pas là, qui sont intangibles, qui ne sont pas comptabilisés au niveau de la société, donc des brevets, des marques, des immobilisations incorporelles. Alors, je prends un exemple très simple qui va nous permettre de mieux comprendre. C'est quand l'entreprise dispose d'un bail, par exemple, qui est conclu à des conditions très avantageuses. J'ai un bail, par exemple, pour un bien qui date d'une vingtaine d'années. Et donc, le bail, je loue un hangar, par exemple. Je loue un hangar à 5 000 dirhams. Et donc, si aujourd'hui, je dois louer la même chose, il faudrait que je débourse 50 000 dirhams pour pouvoir avoir quelque chose d'équivalent. Donc, ça veut dire qu'un éventuel acquéreur, il va bénéficier de cette valeur, de ce bail, parce qu'il va continuer juridiquement à utiliser
ce local en déboursant uniquement 5 000 dirhams au lieu de 50 000 dirhams. Donc, il y a une économie sur le loyer qui est là et qui va permettre à l'entreprise de continuer à bénéficier de cet élément qui est très important. Et donc, c'est une économie sur le loyer qui va profiter, continuer juridiquement à profiter à l'entreprise. Alors, juste pour continuer l'idée, donc généralement dans les méthodes d'évaluation, on estime que l'économie sur loyer, ici on est sur 45 000 dirhams d'économie sur loyer, donc 5 000, 50 000 moins 5 000 dirhams, pour pouvoir évaluer la valeur de ce droit au bail. C'est un droit au bail pour pouvoir l'évaluer. Donc, on va prendre 5 années d'économie de loyer. Donc, ça fait quand même un chiffre assez appréciable qui n'est pas dans le bilan. Donc, 45 000 dirhams fois 12 fois 5. Et vous voyez un peu ce que ça peut donner comme chiffre qui n'est pas comptabilisé. Donc, c'est une richesse qui va être transmise dans le cadre de cette entreprise. Donc, ça, c'est un élément. Bon, vous avez d'autres éléments, notamment le fait que la comptabilité se base sur des conventions, surtout la convention du co-historique et la convention de principe de prudence et le principe de co-historique. Donc, sur la comptabilité, donc, les éléments sont très souvent sauf pour des entreprises de création récente, basées sur des valeurs qui ne correspondent pas à la valeur vénale de ces biens. Vous avez par exemple, quand on avait à l'époque évalué des privatisables, des sociétés dans le cadre de la privatisation, je suis tombé personnellement sur un certain nombre de cas où vous avez des stations qui sont comptabilisées, des stations-service pour les distributeurs, les pétrolières, qui sont comptabilisées pour une valeur d'acquisition de 500 dirhams. Et la station elle est située sur le boulevard Ali Momen, où le mètre carré vaut aujourd'hui 120 000 dirhams le mètre carré. À l'époque, je veux dire. 120 000 dirhams le mètre carré. Et donc, vous pouvez imaginer la station qui figure au niveau de l'actif pour 500 dirhams, qui fait peut-être 400 ou 500 mètres carrés. Et donc, quand on va procéder à l'évaluation, bien sûr, on doit substituer à cette valeur une nouvelle valeur qui est basée sur la valeur vénale ou la valeur actuelle de ce bien. Donc, c'est des corrections qui vont servir disons, à prendre en considération la valeur. C'est pour ça qu'on parle de valeur corrigée, actif net corrigé, et qui vont également permettre de neutraliser l'impact de la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'on va chercher également à ne retenir dans le cadre de l'évaluation que les éléments nécessaires à l'exploitation. Si, par exemple, dans le cadre de l'actif de l'entreprise, on a des éléments qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation, on doit les identifier, les évaluer à leur valeur de réalisation et prendre en considération l'impact fiscal lié à cette neutralisation des éléments non nécessaires à l'exploitation, les éléments non nécessaires à l'exploitation. Et donc, ça, c'est également très important de prendre en considération le paramètre fiscal pour corriger la valeur. Bon, je passe sur le détail parce qu'on va prendre les éléments un par un, donc en fonction de la catégorie d'éléments. Vous avez les non-valeurs qui doivent être abandonnées. Vous avez un certain nombre d'éléments de passifs qui sont liés à tout ce qui est
provisions réglementées, par exemple, qui doivent être neutralisées également. Vous avez les réévaluations des éléments d'actifs. Vous avez tout ce qui est immobilisation financière. Donc, il faut reprendre les techniques. Quelle est la valeur qui va être utilisée? Quand vous avez les titres de placement également, est-ce que je vais utiliser les valeurs qui sont inscrites pour les cotes, la cote cotée en bourse? Est-ce que donc tout ça, ça va nécessiter du travail de correction pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la valeur vénale de l'entreprise. Alors, bon, bien entendu, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas rester uniquement sur la valeur patrimoniale parce que la valeur patrimoniale, c'est une valeur qui est la valeur d'aujourd'hui à une date donnée, alors que l'entreprise, elle est en exploitation, elle est en continuité d'exploitation pour pouvoir générer des résultats futurs. Et donc, c'est pour cette raison-là que, au minimum, on doit combiner les deux méthodes, c'est-à-dire la valeur, une valeur patrimoniale avec une valeur qui est basée sur la rentabilité, et donc la valeur de l'entreprise est également la somme actualisée de ses bénéfices futurs. Donc, une somme actualisée de ses bénéfices futurs. Pourquoi actualiser? Parce que la valeur d'un dirham d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la valeur d'un dirham dans 10 ans. Donc, je suis obligé de ramener la valeur des bénéfices futurs à la date d'aujourd'hui en intégrant le coût de l'argent. Donc, il y a un coefficient ou un taux d'actualisation qu'il va falloir utiliser. Et également des données, comme on a dit tout à l'heure, des données prévisionnelles qui vont traduire la valeur des bénéfices futurs en fonction d'un certain nombre d'hypothèses qui sont cohérentes avec le secteur d'activité, qui ont été fiabilisées et qui sont acceptées de part et d'autre, reconnues comme étant des éléments qui sont acceptables par les parties. Alors ici, je vais ouvrir une parenthèse sur laquelle on avait débattu également la dernière fois, c'est le fait que on peut définir la valeur sur la base de ces éléments, mais quand il s'agira de définir le prix de la transaction, on peut prévoir une indexation du prix sur les résultats futurs observés sur un certain nombre d'années. C'est-à-dire que l'acquéreur doit vous dire, oui, effectivement, moi j'accepte de travailler avec ces données que vous défendez, mais si demain le bénéfice baisse considérablement ou baisse au-delà d'une certaine marge que moi j'accepte, par exemple plus ou moins 10%, donc il va falloir ramener le prix, rectifier le prix, redresser le prix. Et à ce moment-là, donc, soit qu'on va le consigner une partie du prix entre les mains d'une tierce personne, soit que l'acquéreur, plutôt le cédant, va devoir s'engager à rembourser ce différentiel de prix qui va être calculé suivant une méthode qui va être définie à l'avance. Donc ça, c'est des choses qu'on a vécues plusieurs fois sur des contrats qui ont été établis de cette manière, justement pour éviter à ce que des prévisions trop optimistes ou gonflées ou des prévisions pas très fiables n'induisent en erreur un éventuel acquéreur. Et le vendeur pourrait dire la même chose. Effectivement, je peux me tromper dans les deux sens, on peut se tromper dans les deux sens. Si demain, la valeur enfin, le rendement de l'entreprise s'avérerait plus intéressant que ce qu'on est en train de prendre en considération aujourd'hui, moi je suis en droit également de réclamer un complément de prix si cette rentabilité dépasserait par exemple 10%.
Donc, vous voyez, ça peut aller dans les deux sens et ça permettrait, c'est ce qu'on appelle une façon beaucoup plus fine de traiter le prix sur la base d'une valeur qui a été déterminée objectivement sur des éléments euh, relevés à la valeur d'aujourd'hui. Alors, dernier élément de la valeur, c'est ce qu'on appelle le goodwill. Le goodwill, c'est une notion anglo-saxonne qui qui suppose que la valeur d'une entreprise, c'est son actif net corrigé, c'est-à-dire le sigma des éléments comptables, majoré d'un fonds commercial. Donc, fonds commercial, pas un fonds de commerce, hein, pas le fonds de commerce, le fonds commercial. Et le fonds commercial, c'est quoi? C'est le goodwill. Et le goodwill signifie que une entreprise qui génère une rentabilité supérieure à celle observée sur son marché avec un actif donné est plus performante que son secteur d'activité. Donc, cette différence entre la rentabilité normale et la rentabilité générée par l'entreprise, c'est un super profit. Et ce super profit peut être également actualisé pour être intégré dans la valeur. Donc, on peut intégrer ce goodwill au niveau de la valeur pour en tenir compte parce que l'entreprise est plus performante que son secteur d'activité. Et c'est ce qui justifie généralement la différence entre la valeur patrimoniale et la valeur de rentabilité. Donc, cette différence, c'est ce goodwill qui permet de justifier une partie de la valeur entre le total des éléments d'actifs par rapport à un rendement qui est généré par l'entreprise. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour m'ouvrir sur les questions et donc passer à la partie relative aux questions. Et alors, je te donne la main si. Alors, je ne sais pas si on peut rappeler les questions de la dernière fois. Euh, alors, est-ce qu'on a des questions-réponses aujourd'hui? Si, oui, merci beaucoup pour la présentation. Là, on a déjà quelques questions à ce stade-là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Si vous souhaitez, je peux les lire pour vous. Oui, s'il vous plaît. Uh-huh. Ouais, alors, la dernière question, il dit: comment fait-on concrètement pour évaluer le goodwill? Pourriez-vous nous donner un exemple concret, s'il vous plaît? Alors, un exemple concret. Un exemple concret. Je prends une entreprise, je fais mon diagnostic, je calcule l'actif net corrigé, c'est-à-dire la situation nette corrigée, et donc, et je détermine quelle est la rentabilité qui est générée par cette entreprise. Et donc, quand je prends l'actif net corrigé, c'est un actif qui va représenter l'investissement, les capitaux nécessaires à l'exploitation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a investi au niveau de cette entreprise et qui va permettre de générer des bénéfices futurs. Donc, si je place cet actif net à un taux de rentabilité normal qui est calculé sur la base du secteur d'activité ou par rapport à une référence au marché des capitaux, ça va me générer tant. Si j'observe par rapport à ce que gagne l'entreprise, donc je vais comparer les deux, que gagne l'entreprise par rapport à la rémunération de ses capitaux sur le marché. Et donc cette différence qui va revenir chaque année, cette différence qui va revenir chaque année grâce à cette entreprise qui est là, parce que je vais continuer à travailler avec cette entreprise, je vais l'actualiser. Donc dire sur à l'infini, par exemple, l'entreprise va me générer, je ne sais pas moi, un super profit, une rentabilité supplémentaire par rapport
au marché. Ce super profit ou cette rentabilité additionnelle, si je l'actualise à la valeur d'aujourd'hui, à un taux donné, qu'est-ce que ça représente? Et donc, c'est ça le goodwill. Donc, c'est l'actualisation de la rente, ce qu'on appelle la rente du goodwill. Annuellement, ça me rapporte un montant supplémentaire. Donc, si j'actualise à la valeur d'aujourd'hui, ça va, j'abrège cette rente, donc je la ramène à la valeur d'aujourd'hui et ça va constituer une valeur supplémentaire additionnelle qui traduit la richesse additionnelle que crée l'entreprise avec ses méthodes, son savoir-faire, son personnel, ses licences, ses brevets, son expérience, etc., etc. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, je ne peux pas donner de chiffres parce que disons, on ne peut pas le faire par les chiffres dans le contexte d'un webinaire. Alors, j'ai une question de si Milod Garmata, donc grand ami, un grand financier, un grand spécialiste de la gestion de la trésorerie. Lors d'une introduction en bourse, dans l'IPO, la banque conseil qui accompagne l'entreprise à s'introduire en bourse utilisera plusieurs méthodes et du coup, cette banque trouvera naturellement des cours différents en fonction de la méthode, du niveau de marché. Quel est le cours à proposer aux investisseurs? Question très pertinente, Similoud. D'ailleurs, je me rappelle, moi, quand j'avais commencé à pratiquer l'évaluation, donc on avait travaillé avec des Canadiens, parce que c'est un métier qui est réglementé sous d'autres cieux. Donc, les évaluateurs euh, dans les pays anglo-saxons, c'est un corps de métier spécifique, c'est un corps de métier, c'est un corps de métier qui est organisé, structuré. Et donc, on passait des moments à utiliser plusieurs méthodes, s'essayer sur plusieurs méthodes. C'était pour les privatisables. Et donc, on ne sentait pas, la méthode qui va vous donner un chiffre, on ne le sentait pas. Donc, ça passe pas. On sent que c'est pas on n'est pas convaincu. Et donc, c'est pour cette raison-là que généralement, donc on va s'essayer à utiliser plusieurs méthodes. Donc, si vous avez parlé de banque conseil, donc c'est pas une banque au vrai sens du terme, c'est une banque d'affaires. La banque d'affaires, c'est la banque qui va se charger d'aider l'entreprise à se faire vendre et l'accompagner pendant son parcours. Et donc, cette valeur, donc, va généralement, on va utiliser plusieurs valeurs et on va aboutir non pas à une valeur, mais on va aboutir à une fourchette de valeurs. Je l'ai dit la dernière fois, je ne l'ai pas dit cette fois-ci, mais c'est une fourchette de valeurs parce qu'on ne peut pas avoir une valeur figée, fixe, etc. Donc, on est forcément dans la fourchette de valeurs et donc on varie entre telle et telle valeur. C'est la même chose quand un évaluateur évalue un bien immeuble, il va vous dire la valeur il se situe entre telle et telle et telle, et telle valeur. Parce qu'il y a toujours une marge une marge de, une marge. On peut se tromper, mais peut-être de 5, de 10%. Et donc, on va combiner plusieurs méthodes et certaines méthodes vont venir confirmer une autre. D'accord? Des méthodes qui vont venir confirmer, on va utiliser des moyennes, on va poser les questions, des fois même les transactions similaires, quand on va regarder des transactions similaires, même à l'étranger, donc on va se rendre compte que certaines valeurs qui vont être données par une évaluation, c'est des valeurs qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas cohérentes par rapport aux éléments dont on dispose. Bon, bien entendu, il y a des cas exceptionnels.
des cas exceptionnels quand il s'agit d'évaluer une start-up. Donc, une start-up, l'essentiel, c'est basé sur des résultats futurs, sur une aptitude à exploser le marché et à pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas comparer par rapport à ce qui existe actuellement, mais beaucoup plus aller sur les chiffres présentés dans le business plan, mais également comme c'est des valeurs technologiques. Donc, on est également aidé par la connaissance du secteur d'activité et de ce que ce secteur ou cette entreprise, cette start-up va pouvoir apporter au niveau de son marché. Alors, toujours, c'est Milord qui accompagne l'entreprise. Je ne sais pas si c'est une C'est un question. complément. C'était un complément de la question, peut-être. Pas d'autres questions, c'est Rachid. Il y a Yannick Forestier qui demande une question. Quelle différence entre le diagnostic de gestion et celui comptable et financier? Alors, est-ce qu'on peut reprendre la question, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, quelle différence entre le diagnostic de gestion et celui comptable et financier? Alors, le diagnostic De de gestion. gestion est celui comptable et financier. Bon, il y a un diagnostic général, donc qui comprend plusieurs volets, juridique, fiscal, comptable, de gestion, stratégique, enfin, qui comporte tous les éléments et qui va permettre d'apprécier le contour de cette valeur. Bon, maintenant, est-ce que la question porte sur l'audit comptable et financier par rapport au diagnostic comptable et financier? Le diagnostic, il est effectué par l'évaluateur sur la partie comptable et financière parce que ça constitue la matière principale sur laquelle il va travailler. Il va identifier les corrections de valeur, ce dont on a parlé tout à l'heure, les différentes valorisations et corrections de valeur, les éléments qu'il va éliminer, les éléments nécessaires à l'exploitation, non nécessaires à l'exploitation. Mais par contre, l'audit comptable et financier, c'est un audit qui va permettre de fiabiliser la qualité de l'information financière qui va être utilisée pour l'évaluation. Donc, c'est une opinion qui est exprimée par un auditeur indépendant sous sa responsabilité qui va l'engager, qui va permettre à celui qui va utiliser les chiffres, c'est-à-dire l'évaluateur, de dire je travaille sur des données fiables qui ont été préparées conformément aux conventions prévues par le droit comptable, prévues par les règles comptables et les principes généralement admis. Donc, si c'est ça la question, donc il faut faire la différence entre audit comptable et financier et diagnostic comptable et financier qui fait partie des éléments du diagnostic général qui va permettre à l'évaluateur de déterminer les éléments clés sur lesquels il va s'appuyer pour l'évaluation. Ouais, il fait référence à votre slide, là où vous parlez des axes de diagnostic pré-évaluation. Là, vous avez énuméré un certain nombre de diagnostics, diagnostic stratégique, diagnostic de gestion. Et voilà, avant-dernier, vous avez parlé de comptable, diagnostic comptable et financier. C'est ça. Alors, diagnostic de gestion, c'est la façon dont l'entreprise est gérée. Est-ce qu'elle est correctement gérée? Est-ce que la prise de décision, comment elle est faite? Et donc, ce diagnostic de gestion, il apparaît, bien sûr, il apparaît à travers les comptes, mais c'est très limité. Au niveau des comptes, si vous prenez par exemple un compte de produits et de charges, vous allez constater par exemple sur les différents volets, il y a la partie exploitation, il y a la partie financière, il y a la partie hors exploitation, non courante. Et donc, ça traduit également la façon dont le résultat est formé. Comment le résultat est composé. Est-ce que par des éléments récurrents? Comment l'activité est financée? Est-ce que ça par le recours à la banque parce que le résultat financier est important? Est-ce qu'on optimise, par exemple, au niveau du choix des modes de financement? Donc tout ça, quand on fait une analyse de la gestion de l'entreprise, on va gérer comment les décisions sont prises et comment on optimise les, comment on peut optimiser le résultat de l'entreprise à travers les décisions qui sont prises par
les dirigeants, les gestionnaires. Bon, bien sûr, on va se prononcer également sur le mode de gouvernance Excellent. de l'entreprise. Ça concerne plutôt la gouvernance de l'entreprise, donc. Oui, absolument. Excellent. On a une autre question, toujours sur Zoom, de la part de Walid. Alors, il demande quelle est la différence entre la marque acquise et la marque développée en interne et comment peut-on les évaluer? Bon, la marque acquise, c'est une marque qu'on a achetée, qui n'a pas été créée par l'entreprise. Il a été acheté à un tiers ou apporté par un associé sur la base d'une valeur. Donc, à la base, il y a une valeur et comme on travaille avec le coût historique, il a été enregistré dans les comptes, il a été payé par l'entreprise, soit en argent, soit sur la base d'une augmentation de capital ou de titres, parce qu'il a été apporté à la société, à l'entreprise. Et donc, il y a une référence. C'est un prix qui a été payé. Bien sûr, quand on évalue l'entreprise, même pour la marque acquise, on est obligé de reprendre la valeur. On peut la baisser comme on peut l'augmenter parce que j'ai acheté une marque à 100 dirhams, mais aujourd'hui, c'est une marque que j'ai développée qui me rapporte beaucoup d'argent. Elle vaut beaucoup plus que les 100 dirhams enregistrés dans les comptes. Donc, je vais également la réévaluer sur la base des flux qu'elle va m'apporter au niveau de mon entreprise. La marque développée au niveau de l'entreprise, c'est une marque qui a été créée par l'entreprise, euh, qui peut, bien sûr, si on va revenir à des notions comptables, il peut être comptabilisé quand on a décidé d'immobiliser les frais de recherche et développement qui aboutissent sous un certain nombre de conditions qui sont prévues par la loi, le droit comptable à des brevets d'invention ou à des marques. Donc, quand on a immobilisé, donc on a également une référence, on a une base. C'est les éléments qui ont été, c'est les frais qui ont été immobilisés et qui ont servi à constituer les charges qui ont servi à constituer cette marque ou ce brevet. Par contre, quand c'est une marque qui a été développée par l'entreprise, qui n'a pas été fait l'objet de comptabilisation ni d'immobilisation, donc à ce moment-là, donc on n'a pas de référence, donc il n'est pas comptabilisé, donc on va être dans l'obligation également de l'identifier dans le cadre de ce diagnostic, de voir si elle est protégée ou pas, si elle a fait l'objet d'une protection et auquel cas, donc ça fait partie des préalables généralement quand on est en train de préparer une entreprise à la cession. Donc, ce toilettage ou ces travaux de protection des éléments d'actifs, on les fait de manière très rigoureuse, de manière à ce qu'on puisse, comme j'ai dit la dernière fois, embellir la mariée, donc la rendre un peu plus attractive. Et donc, à ce moment-là, donc, on va devoir l'évaluer sur quelle base? Sur la base de ce que cela génère. Donc, des flux futurs qui sont générés par cette marque. Bon, bien sûr, c'est la partie la plus difficile de l'évaluation. C'est cette partie-là qui concerne des éléments intangibles, des éléments, des éléments immatériels, et donc pour lesquels il va falloir aller chercher, faire comprendre déjà de quoi il s'agit, et faire le lien avec l'activité de l'entreprise et son marché et voir qu'est-ce que ça va rapporter à l'entreprise, ça va générer comme éléments qui vont permettre d'enrichir et contribuer au résultat de l'entreprise. Donc, c'est ces éléments-là qu'il va falloir identifier pour pouvoir déterminer quelle valeur on va donner à cette marque. Merci. Je vais reprendre sur les questions sur Facebook. Alors, une des questions disait quelles sont les méthodes appliquées pour les entreprises familiales? Est-ce qu'il y aurait des méthodes spécifiques à appliquer pour les entreprises familiales? Bon, pour les entreprises familiales, je pense que c'est pratiquement les mêmes méthodes
bien sûr à moduler parce que dans une entreprise familiale, il y a toujours des risques importants. Le risque, c'est le lien avec le lien par rapport à la manière de gérer. Donc, une gestion familiale, c'est pas la même chose une gestion euh, non familiale d'une entreprise structurée dans laquelle on va avoir un mode de gouvernance indépendant des personnes. Et puis, donc, quand on est en train d'évaluer, bien sûr, on n'est pas rentré dans les détails, mais il y a toujours des facteurs de risque qu'on va pouvoir pondérer avec des coefficients. Donc, il y a un certain nombre de coefficients de pondération qu'on va utiliser pour prendre en considération des risques liés à ce genre de situation. Euh, donc, le risque va être probablement plus important et donc la décote qui va être appliquée va être plus importante. Mais bon, les particularités généralement, c'est l'accès à l'information parce que dans une entreprise familiale, celui qui gère, c'est le patria, donc le chef de famille ou le patron, le grand patron. Donc généralement, comme lui, il est dans la gestion, donc il estime que certaines informations, il n'a pas ménagé la possibilité de disposer d'un certain nombre d'informations qui vont permettre à l'évaluateur de les prendre en considération dans le cadre de son diagnostic. Donc on va être dans le flou pour un certain nombre d'aspects qu'il va falloir recouper avec plus ou moins avec des précisions qui ne sont pas aussi nettes que s'il s'agit d'une entreprise structurée qui dispose de ses tableaux de bord, de ses statistiques précises, Oui. etc., qui va permettre justement d'approcher la valeur sur plusieurs facettes et plusieurs aspects avec des analyses très approfondies. Donc, on a un problème de disponibilité de l'information. D'accord. De l'information telle que demandée nécessitée par l'évaluateur. Alors, Donc par rapport à une entreprise familiale, peut-être la problématique serait le manque d'une structuration, d'information qui dépendrait principalement de son propriétaire. C'est ça ce qui serait à l'origine d'une dévalorisation absolument, de l'entreprise, c'est ça? absolument, absolument. Donc, c'est Ça veut donc dire si je… c'est-à-dire Pardon. on va Ça veut avoir dire si… quand on va calculer la valeur, par exemple, on va dire je suis sur une marge d'erreur plus importante parce que Élevé. l'information sur laquelle je travaille n'est pas aussi précise que si j'étais dans un cas d'une entreprise cotée en bourse, par exemple. C'est pas la même chose. D'accord, c'est clair. Une autre question sur Facebook, peut-être dans le même ligne de pensée. Alors, c'est de Bardad Boubnan. Il dit, à mon avis, la valeur future de rentabilité ne rentre pas en ligne de compte au moment de la cession d'entreprise, puisque cette dernière revient au nouveau preneur, sauf que la valeur exacte de cession d'une entreprise, c'est la valeur du patrimoine. Autrement dit, l'actif net évalué et actualisé qui détermine la valeur à payer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachid? Là, ça remet en cause tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Ça, c'est vrai. Donc, je reprends au cas où ça n'a pas été correctement, parce que ça, c'est des choses qu'on a expliquées la dernière fois et cette fois-ci. Euh, donc, la valeur d'une entreprise dépend de ses résultats futurs, essentiellement. Le passé n'est là que pour confirmer les tendances qu'on a choisies, la cohérence des éléments futurs. C'est-à-dire, je reviens à cette notion d'arbre. L'arbre, quand j'achète un arbre, c'est pas pour le couper, vendre le bois, d'accord? C'est pour les fruits qu'il va me donner sur une certaine période, d'accord?
Donc, ces fruits-là, il faudrait que j'arrive à les quantifier. Celui qui va acquérir, bien sûr, il va continuer à, peut-être il va agrandir, il va, il va entretenir, etc. Il va continuer à engager un certain nombre de frais, ne serait-ce que pour continuer sur la même lancée que ce que je faisais moi en tant que cédant. Et donc, ces charges-là qui vont être engagées plus tard par l'acquéreur, ils font partie du résultat que va générer l'entreprise. Donc, il est obligé de vendre, de régler les charges et garder un résultat qui va servir pour évaluer. Bon, bien entendu, on a dit que on va dimensionner l'actif qui va être utilisé pour l'évaluation patrimoniale en fonction de l'actif nécessaire à l'exploitation. D'accord? L'actif nécessaire à l'exploitation. Et sans prendre en considération les ajouts et les améliorations qui vont être faites par l'acquéreur. On oublie ça. Mais par contre, l'outil va continuer à travailler de la même manière. Il va être amorti de la même manière. Il va être utilisé dans les mêmes conditions en fonction du marché de l'entreprise. Donc, la valeur d'une entreprise en continuité d'exploitation, c'est la valeur de ses bénéfices futurs, de ses résultats futurs actualisés à la valeur d'aujourd'hui, tout simplement, et qui sont corrélés par rapport à ses réalisations passées et compatibles avec ses réalisations passées. Merci beaucoup, c'est Rachid. Écoutez, je ne sais pas, moi je dirais que la valeur patrimoniale d'une entreprise, c'est la valeur minimale peut-être de valorisation d'une entreprise. Alors que parce que c'est une valeur qui peut être liquidative. Si au moment où j'arrête l'entreprise, pour la vendre, je vais au moins récupérer cette valeur du patrimoine. Mais généralement, pour valoriser une entreprise, moi, je suis dans la perspective capitalistique, dans le sens de l'arbre et son fruit. Donc, je suis en train de prospecter tous les fruits qui vont venir après. Ouais, C'est bien ça. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais je rajouterai une chose qui est très importante. Qu'est-ce qui motiverait un acquéreur, si c'était le cas, si c'était le sigma des éléments corporels et incorporels, qu'est-ce qui va légitimer le fait qu'un acquéreur va venir acheter mon entreprise et ne pas aller acheter les différents biens et monter son entreprise à nouveau. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, il y a d'autres éléments qui n'apparaissent pas au niveau des éléments du patrimoine, mais qui sont là, qui continuent à faire fonctionner l'entreprise pour qu'elle continue à générer des éléments d'actifs, des bénéfices. Des bénéfices. Je me rappelle la dernière fois, on avait parlé de l'évaluation en tant qu'élément permettant également, dans le cadre de ce diagnostic, de définir les clauses de garantie d'actifs et de passifs. La clause de garantie d'actifs et de passifs. Donc, qui pourrait être également un élément minorant, qui pourrait constituer un élément pour lequel l'acquéreur va se prémunir contre le risque. Parce que si demain il y a un élément du passif qui correspond à une gestion antérieure, cet élément du passif ne devrait pas être pris en charge par l'acquéreur, à moins qu'il ne soit prescrit. Donc, l'évaluation va nous permettre également, enfin, l'évaluation, c'est également une opportunité pour pouvoir déterminer quels sont les éléments à prendre en considération pour anéantir le risque éventuel, pas anéantir, réduire considérablement le risque éventuel d'un élément latent qui va venir diminuer la valeur plus tard.
D'accord, merci beaucoup, c'est Rachid. Il y a une question de M. Garmata. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il se demande sur. Alors, il dit, j'ai une autre question. Comment évalue une marque, une franchise ou là une licence? Donc ça, on a répondu tout à l'heure. Donc c'est par rapport à ce que cette marque, licence, franchise génère comme flux futur pour l'entreprise ou pour son propriétaire. J'ai par exemple une marque que j'exploite, il va me générer des droits, des redevances. Donc c'est des redevances fixes ou variables, ça dépend. Donc ça dépend de mon contrat, comment moi je compte l'exploiter. Ça peut être un droit fixe plus des redevances indexées sur un chiffre d'affaires. Ça dépend. Donc, je peux pas, il n'y a pas de recette magique. Donc, il faut analyser le cas pour pouvoir répondre. Est-ce que cette marque ou cette licence, elle est limitée dans le temps? Est-ce qu'elle est protégée sur 20 ans, sur 40 ans, sur 30 ans? Est-ce qu'on continue à faire de la recherche et développement pour pouvoir améliorer? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, des logiciels aujourd'hui, quand on concède, quand on concède des licences d'utilisation, j'ai ma licence qui est protégée, mais je continue à développer, donc à suivre le marché, je continue à améliorer. Donc, il y a non seulement il y a des flux de recettes qui sont liés à la mise, les droits d'utilisation du logiciel, mais également des charges que je suis censé engager pour pouvoir disons, améliorer mon produit, rester toujours à la base et ne pas perdre mes utilisateurs. J'ai également la possibilité à travers mes logiciels de vendre des contrats de maintenance annuels. Je les intègre en tant que recette dans le cadre des revenus qui sont générés par mon logiciel, par mon droit, le droit de propriété. Donc, je ne peux pas donner une réponse Oui, comme je ça. comprends. Il y a Mais plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas il de faut figure. analyser le cas. C'est très difficile. Hein. Je reconnais que c'est très difficile aujourd'hui que ça soit d'apprécier parce qu'il y a des cas simples. J'ai donné le cas du logiciel, c'est très simple. Mais il y a d'autres cas, une franchise par exemple, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Euh, donc il y a des contextes, il y a des marchés, il y a des environnements sur lesquels ça peut fonctionner comme ça ne pas fonctionner, etc. Donc, D'accord. tout ça, c'est une question d'étude et d'argumentaire. Excellent. Super. Merci beaucoup, c'est Rachid. Il y a une autre question un petit peu plus technique. Alors, c'est Ali Ofreri. Il se demande par rapport à la méthode basée sur la rentabilité. Il se demande quel est le bénéfice, quel est le cash flow à prendre en considération. Est-ce que c'est le flux de trésorerie ou les dividendes? Et dans quel cas, et dans chaque cas, quel est le taux d'actualisation à prendre en considération et dans quel horizon? Euh, Très bonne question qu'on avait abordée la première fois. En général, on se limite à déterminer ce qu'on appelle un résultat courant. Donc, un résultat courant, c'est quoi? Une rentabilité. Je vais parler plus de rentabilité. Une rentabilité courante, récurrente, c'est-à-dire quelque chose qui va revenir tout le temps. Et donc, généralement, c'est soit un résultat d'exploitation, soit une marge brute d'autofinancement, soit ce qu'on appelle les discounted cash flow, c'est-à-dire un cash flow c'est le résultat plus Actualisé. voilà, actualisé, bien sûr. Tout ça, c'est actualisé. Tous les éléments, c'est actualisé. Euh, donc, c'est des éléments qui vont traduire la récurrence. La récurrence, c'est-à-dire que ce produit qui va rentrer chaque année, c'est un produit qui est récurrent. Et donc, tout dépend du secteur d'activité. Vous avez des secteurs capitalistiques. Rappelez-vous, quand on avait
parler des méthodes. Donc, on avait dit, par exemple, quand il s'agit d'évaluer une entreprise de service, ça n'a rien à voir avec le fait d'évaluer une entreprise capitalistique, hautement capitalistique, dans laquelle il y a beaucoup d'amortissements, il y a beaucoup de... Parce que ces amortissements, ils vont être intégrés par le biais de la marge brute d'autofinancement ou le discounted cash flow, les cash flows, ils vont être intégrés dans les flux de trésorerie. Donc, c'est toujours éliminer tout ce qui est exceptionnel, tout ce qui n'est pas courant, éliminer tout ce qui est financier parce que le financier dépend de l'investisseur. Il y a certains qui vont financer directement, d'autres qui vont recourir à la banque pour pouvoir profiter de l'effet de levier et éventuellement ne garder que la partie qui est liée à l'exploitation. Donc, l'élément qui va être utilisé, c'est, bon, en général, c'est l'EBITDA, Earning Before Interest, Amortization and Tax. L'EBITDA, c'est-à-dire c'est le résultat d'exploitation, c'est le gain de l'entreprise avant la déduction des intérêts, des taxes, des amortissements et des provisions. C'est-à-dire avant les politiques sur lesquelles l'entreprise ou l'entrepreneur ou le chef d'entreprise a des décisions. Donc c'est le marché. Qu'est-ce que le marché lui permet de dégager? Bien sûr, on va corriger l'EBITDA par le montant de l'impôt correspondant. C'est une question qui va dans le même sens. Alors, quel est l'impact fiscal lors de l'évaluation d'une entreprise? Lors des contrôles fiscaux, les méthodes d'évaluation sont remises en cause par l'administration. Je répète la question. Lors des contrôles fiscaux, les méthodes d'évaluation sont remises en cause par l'administration. Est-ce que c'est le même cas pour… Ouais. Ouais. Alors au Maroc, j'ai eu quelques cas. Le dernier que j'avais eu, c'est à l'occasion c'est pas une évaluation, c'est à l'occasion d'une session. Une session d'action où l'administration fiscale a trouvé à remettre en cause la valeur, c'est très très rare, hein, c'est très rare, à trouver à remettre en cause la valeur de la transaction, donc en allant vers les bilans de l'entreprise. Ils ont fait un certain nombre de travaux pour pouvoir dire je reprends ces valeurs et donc la valeur d'entreprise, ce n'est pas la valeur qui est exprimée dans l'acte, mais c'est tel chiffre qui ressort d'une évaluation qui a été faite par l'inspecteur. Bon, on s'est défendu, on a eu gain de cause parce que il faut aller dans les détails parce que bon, heureusement que la valeur ne s'est pas négociée à la valeur nominale tout d'abord et que les conditions de la cession étaient telles que le cédant avait cédé parce qu'il avait une grosse garantie de passif qu'il avait donnée à une banque. Il fallait absolument qu'il sorte de cette entreprise et que les repreneurs reprennent en charge la garantie de passif, la garantie qui a été donnée à la banque, qui était très importante. Donc, l'administration fiscale, si je prends le cas d'autres pays, la France par exemple, ils ont des méthodes d'évaluation qui sont basées sur ce qu'on vient de dire, exactement sur ce qu'on vient de dire, et qui sont déroulées par les inspecteurs, surtout lorsqu'il s'agit de transmission de patrimoine. On n'a pas encore de fiscalité sur la transmission de patrimoine. On n'a que de… Si, on a de la fiscalité, mais qui est très basique. C'est quand vous cédez des actions, donc logiquement, l'administration fiscale serait en droit de remettre en cause la valeur de cession.
Donc, il y a cette remise en cause qui est possible, mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, on est en train de travailler sur les, les, les éléments basiques. L'administration fiscale travaille beaucoup sur le calcul de résultats imposables, du revenu et tout ce qui s'ensuit, mais on a très, très rarement vu des situations, sauf dans les grandes entreprises, où la valeur de cession d'une entreprise a été remise En en cause. cause. Ouais. Très rare, vraiment très rare. Bon, il y a les fusions-acquisitions dans lesquelles l'administration fiscale est systématiquement présente, ou les... mais bon, en général, pas beaucoup. Hein. C'est très rare, mais ça va commencer. Hein. Moi, je suis Ouais. certain que ça va commencer. D'où la nécessité de pouvoir justifier, argumenter Ah, ces ah, choix-là. C'est absolument. là la deuxième question d'El Slimani. Il se demande, est-ce qu'en cas de choix d'une méthode d'évaluation, l'évaluateur a l'obligation de justifier les méthodes d'évaluation écartées? Euh, oui, bon, il y a déjà une justification qui est évidente, c'est le coût. Quand vous avez une méthode qui va vous coûter beaucoup d'argent pour pouvoir la dérouler, donc vous allez dire à l'entreprise, si vous voulez utiliser cette méthode, ça va vous coûter tant pour pouvoir réunir les éléments d'information. Il y a le temps également nécessaire parce que des méthodes exigent du temps pour pouvoir les utiliser. Euh, et puis, le contexte. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de la différence entre entreprise de service et entreprise industrielle, dans une entreprise de service, la valeur patrimoniale n'a aucun sens. Ça n'a Oui. aucun sens parce que la valeur, elle est faite ailleurs. Elle n'est pas faite sur l'ordinateur, la table, le bureau, la pointeuse, la graffeuse, etc. Donc, ce n'est pas ce qui va faire la valeur d'une entreprise de service. C'est autre chose. C'est la rentabilité, c'est la survaleur qui est apportée par la matière grise et le savoir-faire de ces acteurs. Ça, c'est le sujet de la deuxième question de Saadla Letouel. Alors, il se demande, avec la tendance de l'économie numérique, les méthodes traditionnelles éprouvent une limite. Comment les professionnels réagissent-ils pour s'aligner avec cette tendance de l'économie GAFA, numérique, ça veut dire? Oui, oui. Euh, c'est une question de compréhension. Donc, n'importe quel domaine, quand on audite, quand on fait une évaluation, quand on analyse, quand on diagnostique, il faut comprendre l'objet de notre intervention. Donc, quand on analyse, quand on maîtrise l'objet de notre intervention, le choix des méthodes reste un choix d'outils. Donc, c'est des outils qu'on va utiliser pour se rapprocher le maximum possible de la valeur. Et donc, c'est l'argumentaire qui va être utilisé qui va définir est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Bon, bien sûr, c'est une question d'expertise également. Donc, un expert, aujourd'hui, on est sur de la spécialisation également. Vous avez beaucoup de spécialistes sur l'immatériel. Vous avez beaucoup de cas où les gens ils se spécialisent sur les marques, sur l'incorporel. Vous avez d'autres qui vont se spécialiser sur le foncier, l'immobilier. Vous avez aujourd'hui des cas, je ne sais pas si, quand on suit l'actualité, les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier, c'est une nouvelle forme au niveau du marché des capitaux, donc qui requiert des valeurs liquidatives qui sont calculées systématiquement à l'occasion de l'entrée ou la sortie d'un épargnant dans ses fonds d'investissement, dans ces entreprises, dans ces organismes. Une valeur liquidative, donc je veux rentrer, donc ils augmentent et ils réduisent le capital en permanence. C'est comme les OPCVM et les OPCR, les organismes de placement en capital risque.
et de titrisation également. Donc, il faut qu'il y ait des évaluateurs spécialisés pour ce genre d'entreprises qui vont calculer la valeur d'entrée et de sortie, plutôt de sortie de ces organismes. Donc, c'est une spécialité qui se met en place. Donc, la même chose, tout ce qui est économie numérique. Il faut prendre en considération les éléments concernant ce type d'économie. Donc, on s'adapte à ça et par rapport à ça, donc on est obligé de prendre en considération les éléments pertinents de la valeur pour pouvoir s'en servir et approcher la valeur de manière la plus précise possible. Peut-être pour terminer un petit peu la question de Si Mohamed, c'est est-ce que ce sont les mêmes approches qu'on exécute, qu'on met en place, ou est-ce qu'il y a d'autres approches, d'autres méthodes d'appréciation? C'est-à-dire d'autres approches. Là, pour tout ce qui est start-up, pour tout ce qui est économie numérique, est-ce que ce sont les mêmes approches, celles que vous nous avez présentées tout à l'heure et la session dernière, ce sont les mêmes approches d'évaluation qu'on met en place, ou est-ce qu'il y en a d'autres éléments qui sont vraiment spécifiques, comme vous dites? Vraiment, ce sont des approches, des mécanismes d'évaluation plus dédiés, plus dédié à ce type d'entreprise et de secteur. Là, c'est sûr que pour chaque type, on doit s'adapter. Pour chaque type d'entreprise, on doit s'adapter. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'une entreprise qui fait de la production d'énergie électrique. C'est nouveau au Maroc. Comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer une entreprise qui fait de la production d'énergie électrique? Si on veut aujourd'hui céder une partie du capital ou faire entrer un investisseur étranger dans le cadre d'une augmentation de capital. On est obligé de s'adapter par rapport à ce secteur d'activité, par rapport à ces éléments caractéristiques. Mais les méthodes, ils vont rester les mêmes. Donc, patrimonial, rendement et goodwill. Patrimonial, rentabilité, goodwill. Donc, c'est les mêmes, mais à l'intérieur, donc on va voir qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Bien sûr, aujourd'hui, on est dans un environnement où on est dans trop d'informations. Donc, il y a énormément d'informations qui sont disponibles. C'est encore mieux, mais le risque, c'est également trop d'informations tue l'information. Donc, il faut savoir choisir celles des informations qui sont pertinentes et qui vont servir et qui vont être déterminantes pour le calcul de notre valeur et éviter d'utiliser des informations qui, bien que disponibles, n'ont aucune importance pour le calcul de la valeur. Donc, c'est une question d'analyse et d'appréciation de l'évaluateur qui doit être suffisamment ouvert et alerte. Et il faut qu'il soit un très bon analyste pour pouvoir sélectionner la meilleure façon, la façon optimale. Il va optimiser son intervention, son travail et éviter les erreurs d'appréciation. Donc, le risque, c'est passer trop de temps, ça va coûter de l'argent, utiliser des informations qui ne sont pas pertinentes et également se tromper sur la valeur dans un sens ou dans un autre. Oui. Donc, c'est ça. Et peut-être c'est cas par cas. Et c'est cas par cas parce que chacun, voilà, c'est cas par cas. C'est pour ça que pour moi, le diagnostic, c'est la pierre angulaire. C'est l'élément fondamental, c'est le diagnostic. C'est là où ça se joue. Le reste, c'est une question d'addition, de soustraction, de division, d'absorption. C'est ça. C'est ça. C'est des moulinettes. Le reste, c'est des moulinettes sur Excel. C'est à travers le diagnostic qu'on va récupérer tous les éléments qui vont nous permettre d'utiliser une approche ou une autre. Voilà. Et le diagnostic, bien sûr, il faut être suffisamment professionnel pour le faire rapidement, pour que ça ne coûte pas beaucoup d'argent et pour que l'information ne soit pas périmée rapidement, parce que c'est de l'information qui, avec le temps, il risque d'être périmée. Absolument. Et rester rester connecté.
rester connecté pour que chaque fois qu'il y a des éléments nouveaux, que l'on puisse les prendre en considération pour, pour Bien ajuster la sûr, donne. bien sûr. Ok, c'est Rachid, merci beaucoup. On va prendre peut-être une dernière question. Mhm. Alors, c'est une question qui me provient de Facebook, c'est celle de Mohamed Bouatan. Alors, il se demande qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre recommandation lors d'une évaluation d'un fonds de commerce lors de la transformation d'une personne physique en société, dans le cadre d'une profession libérale. Euh, C'est- je cherche à comprendre la question. Bon, dans le cadre d'une profession libérale, bon, ça dépend. Dans le cadre d'une profession libérale, donc c'est une clientèle rattachée à la profession libérale. Donc le médecin, l'expert comptable, l'avocat, donc c'est toujours l'intuitif personnel qui est très présent. Donc, quand on évalue le fonds de commerce dans le cadre d'un apport, donc le contexte des tâches, c'est l'apport d'un fonds de commerce à une entreprise. Et donc, le professionnel Et, et va. ceci, et ceci dans le cadre d'une transformation. Ce que j'imagine, c'est que personne dont, je veux dire, cette personne-là exploite un fonds de commerce. Et il s'est constitué comment ça se dit, en physique, en personne physique. Donc, le terme transformation n'est pas approprié. On parle beaucoup plus d'apport de patrimoine professionnel à une société. C'est un apport D'accord. de patrimoine professionnel parce que on va liquider, on va radier la personne physique pour lui C'est substituer ça. une personne morale. Donc, c'est un apport de patrimoine. Et donc, dans le cadre de cet apport, la personne physique avait constitué de la clientèle, développé des éléments intangibles. Et donc, ces éléments intangibles, le jour où il va transformer en société, il va les apporter à cette société. Il va les évaluer pour les apporter à une société. Donc, cela dépend de la même chose. Ça va dépendre de la clientèle directe, indirecte, qui reste, qui va suivre, qui va continuer, le nombre de contrats. Par exemple, un professionnel comme l'expert comptable qui a des conventions d'assistance avec des clients qui sont récurrentes, annuelles par exemple, qui revient tout le temps. Donc déjà, il a une base pour pouvoir évaluer les flux futurs de rentrée d'argent. S'il continue à développer son portefeuille et s'il continue à travailler de la même manière et ne pas faire ne pas perdre des clients, donc il gardera au moins la clientèle, les contrats qu'il a déjà avec ses clients, puisqu'on ne change pas un expert comptable aussi facilement, sauf s'il est vraiment mauvais. Les gens, ils vont continuer à travailler avec lui dans le temps. Donc, ça veut dire que c'est des contrats qui vont être renouvelés. Donc, sur la base du flux généré par ces contrats qui revient tout le temps, donc on peut déterminer quelle est la valeur de son compte commerce. Je donne un exemple, hein, c'est pas, c'est pas des recettes, hein, Bien sûr, mais bien des sûr. éléments d'appréciation. Un Voilà. médecin, par exemple, qui est situé dans un endroit achalandé dans lequel il y a quartier des hôpitaux, je ne sais pas où, donc il y a du passage, etc. Euh, donc on peut évaluer ça par rapport à cette partie de la clientèle, et ainsi de suite, donc, ou qui a développé une certaine spécialité. Mais bon, le cas ne se posera pas pour le médecin parce qu'on ne peut pas transformer en société commerciale. D'accord. Ok, c'est Rachid, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation, pour toutes les réponses que vous avez données. Là, on arrive à l'issue de cette session-là. Encore une fois, je trouve qu'il y a certaines questions, mais malheureusement, on ne pourrait pas répondre. Vraiment, je suis désolé. Parce qu'on a une autre session qui va démarrer dans 3-4 minutes. Je remercie Sisder beaucoup pour sa participation. Peut-être éventuellement, on va voir si le temps de Sisder le permet, on va éventuellement proposer une autre session, mais ça, on le verra.
Je tiens à remercier tous les participants, toutes les personnes qui sont présentes avec nous pour leur participation et pour leurs questions. C'est-à-dire, encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Moi aussi, je vous remercie pour votre patience. Bon, j'espère que j'ai contribué à démystifier un peu ce domaine de l'évaluation d'entreprise et que on se rend compte aujourd'hui que c'est des techniques qui sont indispensables aujourd'hui pour pouvoir préparer toute la vague de transmission, de reprise des entreprises pour qu'ils leur permettre d'assurer leur continuité. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est la transmission d'entreprises. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise qui ont construit des monuments, mais quand il n'y a pas de repreneur, ça risque de tomber dans les oubliettes. Donc, Absolument. il faut réfléchir à la transmission. Et donc, c'est l'occasion également pour que ces Faut y techniques réfléchir. d'évaluation soient déroulées pour que rémunérer à leur juste prix les entreprises créées par ces entreprises. Excellent. Merci Et, beaucoup aussi. Merci beaucoup, Sister. merci. Je vous dis alors au revoir. À Au bientôt. revoir tout le monde.